Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à notre top film de l'année 2024. On va revenir avec toi, effectivement, donc je t'introduis ici, Charlotte, ici présente. Bonjour. Voilà, puisqu'on a vu la majorité des films ensemble, il faut bien le dire. Et voilà, on va se faire plaisir à donner notre classement qui était un peu compliqué, il faut bien le dire. Voilà, nos coups de cœur, nos déceptions aussi. Donc voilà, on reverra tout ça ensemble. Au préalable, on vous souhaite une belle et heureuse année 2025. Bonne année à tous. Ben oui, ça fait plaisir d'avoir franchi ce nouveau palier ensemble. On est en plus à l'anniversaire de la chaîne, 2 ans de chaîne déjà. Eh oui. Donc voilà, donc installez-vous confortablement. On est parti. Et on débute évidemment par la fin, c'est-à-dire la 10e place. 10e place, on s'est octroyé un ex-aequo chacun. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va donner 2 films à cette 10e place. C'était tellement compliqué, voilà, vous nous excuserez de ne pas avoir tranché. Au moins, on a mis un ex-aequo dans tout ce classement. Et donc, à cette 10e place, eh bien moi, j'ai choisi de positionner Le Robot Sauvage et Le Comte de Monte Cristo. Voilà, Robot Sauvage, Comte de Monte Cristo, 10e position. Quant à toi? Eh bien, j'ai également mis le Comte de Monte Cristo et un ex-aequo avec Godzilla Minus One. Le Godzilla Minus One, effectivement. À toi l'honneur, je t'écoute. Eux n'ont pas grand-chose à voir. Oui, alors j'ai mis le Comte de Monte Cristo. On en a beaucoup entendu parler, évidemment, cette année. Grand succès au box-office en France, près de 10 millions d'entrées, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà, tout simplement, j'avais envie de mettre un petit peu la France à l'honneur. C'est pas souvent qu'un film français me plaît autant, donc je l'ai mis là. Une très belle photographie, une belle mise en scène, la lumière était très belle, les costumes, les décors et surtout la musique, que moi j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette musique. Jérôme Robotier à la composition, qu'on salue, effectivement, qui a fait un super travail. Oui, qu'on s'est empressé de prendre en vinyle. Oui. Je pense que la musique a vraiment beaucoup contribué au succès du film. Mais pour autant, voilà, c'était bien joué, c'était bien mis en scène, on ne s'ennuie pas. Il faut que tout soit bon pour faire un bon film. Et c'était le cas de ce Monte Cristo. Effectivement, on a pris un grand plaisir à le voir. Déjà, l'histoire de Monte Cristo est quand même déjà très bonne, au demeurant. Et puis après, effectivement, voilà, la caméra qui tournoie bien autour des acteurs, c'est propre, c'est lisible, à contrario d'Artagnan ou des Trois Mousquetaires et Milady, voilà, qui était quand même très confus au niveau des scènes d'action. Là, c'est vraiment très propre. La photographie, effectivement, elle est sublime. Les acteurs jouent tous très bien. Voilà, Pierre Ninet, évidemment. Donc voilà, moi je suis pas un grand partisan, mais bon, écoutez, voilà, il joue très très bien dans ce Monte Cristo et c'est un succès mérité pour le film et pour lui. Donc oui, ravi. Et toi, tu as mis donc Godzilla Minus One en 10e également ex-aequo. J'étais obligé de le rétrograder un tantinet si j'avais pu le mettre 11e ou 12e. Voilà, il serait situé là parce que malheureusement, j'ai dû le descendre à cause de ce que j'ai mis après. Donc, vas-y, parle-nous de ce Minus One. Oui, un autre film dont on a beaucoup entendu parler. On a la chance d'avoir pu le voir au cinéma en VO à sa sortie. Et voilà, c'était vraiment très sympa, très bien fait. De super effets visuels. Voilà, j'ai trouvé très sympa le côté un peu vintage et puis traitant aussi de sujets plus lourds comme la guerre. Les traumatismes des Japonais sur évidemment les bombes d'Hiroshima, etc. Donc voilà, il y a toujours ce liant avec les films Godzilla. Et puis effectivement, les effets spéciaux qui sont incroyables par rapport au budget proposé, qui était quand même très faible, ils ont réussi à faire quelque chose de très propre, de très humain. La musique également, qui participe encore une fois au film. Voilà, c'est vrai. Oui. Elle est magnifique aussi, on la possède également. Moi, j'ai vraiment adoré la musique. Le thème récurrent, là, il est vraiment très sympa. Oui, c'est vrai que voilà, Minus One aura marqué quand même cette année 2024. Et puis, moi, je vais mettre donc Le Robot Sauvage en 10e posture également. Robot Sauvage, voilà, qui m'a effectivement un peu cueilli. Alors déjà, visuellement, c'est absolument superbe. On retrouve une patte artistique chez DreamWorks qui est très très belle. Et puis voilà l'histoire de ce robot qui petit à petit va se mettre à avoir des émotions. Et c'est ce que j'aime à travers ce genre de film, un peu comme Wall-E.
voilà, que j'avais adoré également. Et je trouve, voilà, c'est touchant, c'est émouvant. On y a mis notre petite larme, évidemment. Et la BO, encore une fois, contribue aussi à cet univers du film. Voilà, t'en parleras un petit peu plus tard pour toi. Voilà, en tout cas, Robot Sauvage, 10e position. À la 9e place, j'ai choisi de mettre un film québécois, Les Chambres Rouges. J'ai trouvé que c'était simple et efficace. Et voilà, j'ai été embarquée par ce film qui est très glaçant finalement. On ne sait pas trop à quoi s'attendre et puis on est un peu transporté dans la psyché du personnage principal. Et l'actrice joue vraiment très bien. J'ai trouvé que voilà, c'était vraiment bien amené. Ça traite donc du procès d'un tueur et voilà, un tueur en série. Un tueur en série, on essaye un peu de découvrir. On est dans l'esprit d'une personne qui vient assister donc à ce procès et on ne sait pas pourquoi et qui est cette jeune femme. Et puis on le découvre petit à petit et voilà, je vais pas trop vous en dire parce que sinon ce serait compliqué de pas spoiler. Je l'ai trouvé vraiment bien fait et vraiment glaçant, notamment une scène vraiment très marquante. Sur un jeu de regard avec une musique lancinante comme ça qui surgit d'un coup c'est vrai et qui m'a un peu scotché. Voilà, ça m'a vraiment perturbée. Voilà, c'est le mot, je pense. Ça m'a vraiment perturbée ce film. Oui, c'est perturbant. Et c'est pour ça que pour moi, il est vraiment bien fait. Je comprends que tu aies pu le mettre à ce niveau-là. Quant à moi, eh bien, j'ai choisi d'y mettre Maxine ici, voilà, à cette 9e place. Maxine de Ty West, voilà, j'ai vraiment adoré Maxine sur bien des aspects, notamment d'un point de vue effectivement déjà la caméra de Ty West qui filme ça à la manière des années 80 et l'esprit des années 80 qui est extrêmement bien retranscrit dans le film. Voilà, le soundtrack, la BO, tout y est évidemment. Voilà les effets visuels, voilà le petit grain qu'il faut, qui va bien, l'esprit vidéoclub. On voit d'ailleurs un vidéoclub dans le film, effectivement, l'hommage à pas mal de films d'Hollywood également à travers le film. Voilà, il y a tout un esprit, un état d'esprit, une ambiance, un climat dans ce Maxine que j'ai beaucoup aimé. La fin, effectivement, un peu peut-être décevante quelque part, voilà. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré. Kevin Bacon aussi avec un second rôle incroyable. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Mia Goth qui joue toujours aussi bien. Et on enchaîne à la 8e place avec, pour ma part, ce Challengers ici, qui n'a malheureusement pas les honneurs d'un 4K, de même sorte que Maxine d'ailleurs, et c'est quand même un peu triste. Voilà, le réalisateur a fait des miracles au niveau de ses plans, donc qui raconte l'histoire d'un trio amoureux autour du tennis. Et ça me rappelle d'ailleurs un petit peu deux garçons, une fille, trois possibilités. Voilà, un peu dans le même état d'esprit que le film, bien que différent évidemment. Hein. Mais voilà, il y a ce petit côté comme ça. Et puis voilà, alors la caméra qui virevolte autour du jeu du tennis comme ça, c'est absolument superbe. La BO de Trent Reznor est absolument incroyable également. Voilà, on l'écoute très souvent d'ailleurs. En voiture surtout, oui. Voilà, en voiture, on aime bien l'écouter effectivement. Voilà, donc là, Zendaya, encore une fois, une grosse prestation. C'est vraiment sympa, en tout cas, ce Challengers, il m'a vraiment marqué. Je tenais quand même à le mettre dans ce classement. À la 8e place, j'ai choisi de mettre The Substance, film dont on a aussi beaucoup parlé cette année. Voilà, je trouve qu'il a tout à fait sa place dans ce classement. Il a été très très bien fait. J'ai adoré l'esthétisme, l'ambiance, les effets spéciaux. Voilà, body horror vraiment écœurant pour le coup, et c'était le but. Donc voilà, et puis qui soulève des questions importantes comme le vieillissement des femmes, surtout à Hollywood, et puis voilà, les questions liées à l'agisme. La BO qui était très bonne aussi. Voilà la performance des deux actrices, Demi Moore et Margaret Qualley, que je connaissais déjà dans la très bonne série The Maid. J'étais très contente de la voir avoir un grand second rôle comme ça. Et puis elle brille, hein, elle est vraiment magnifique dans ce film. J'aurais peut-être pu être plus haut dans mon classement, mais la fin m'a vraiment déçue par le côté grotesque comme ça et exagéré, même si on sait que c'est ce qu'a voulu faire la réalisatrice, et puis elle l'assume tout à fait d'ailleurs, et tant mieux. Je n'en dirai pas plus, on verra s'il inclut mon classement ou pas. Et eh bien, nous allons passer à la 7e position avec, pour ma part, ce Furiosa ici.
Voilà, Furiosa, bah oui, George Miller, encore une fois, sur ce film, à la réalisation, après ce Mad Max Fury Road qui était complètement détonnant. Et là, il nous surprend avec Furiosa, qui prend un peu plus le temps de nous raconter l'histoire de ce personnage. Et ça, c'est quand même bien, en fait. Voilà, ce n'est pas que des enchaînements de scènes d'action. Voilà, même s'il y a des scènes d'action également dans le film qui sont extrêmement bien filmées à nouveau. Voilà, il y a quelques effets spéciaux qui en ont déstabilisé certains, n'est-ce pas, Charlotte? Oui, bah, surtout ceux du début avec le personnage de la mère de Furiosa. Quand elle marche dans le sable notamment, ça faisait un petit peu jeu vidéo et puis un petit peu en accéléré. Et puis bon, après au final, c'est quand même un bon film que j'ai apprécié également. Oui, et puis Chris Hemsworth qui livre là aussi une performance exceptionnelle. Voilà, alors il surjoue dans le film, enfin c'est totalement voulu évidemment. Anya Taylor-Joy toujours au sommet de son art évidemment, même si voilà, il lui vole un petit peu la vedette parfois je trouve. Et à noter que sur cette version Fnac, bah, il y a également la version Black and Chrome, version donc noir et blanc avec une petite touche de couleur comme ça qui pourrait peut-être Qui doit être intéressant. qui doit être intéressante, qui pourrait peut-être justement atténuer peut-être l'effet de saccade que tu dis, là, des effets spéciaux. Mais il n'en reste pas moins voilà, que c'est quand même voilà, un film, une mise en scène vraiment, encore une fois, royale de la part de George Miller. Ouais, c'est prenant, voilà, c'est viscéral par moment. Voilà, la BO, évidemment, qui contribue aussi, encore une fois, à nous donner cette impression d'immersion, de force dans le désert. Bah voilà, moi j'ai adoré ce Furiosa, nouvelle expérience. Bien dommage que le film ait floppé, parce que ça nous donnera peut-être pas droit en fait au troisième film qui devait se développer autour du personnage de Max, voilà, avec Tom Hardy qui était quand même excellentissime dans le rôle. Donc bah, voilà, j'espère, on croise les doigts quand même qu'on ait un dernier opus. En septième, j'ai mis Challengers, un petit peu plus haut que toi, mais Oui. bon, voilà, on a tout dit, je pense, sur le film. C'est détonnant, c'est fun, super mise en scène, et c'est vrai que voilà, la façon dont les scènes de tennis ont été filmées sont vraiment, vraiment super. Et moi qui ne suis pas spécialement fan de tennis, ça pose aucun problème, le film se regarde tout à fait bien. Et à la 6e position, eh bien, j'ai choisi un film qui va diviser, effectivement. J'ai un peu de mal à me situer avec ce film, j'avoue. Je suis pour et en même temps, voilà, il y a des choses qui m'ont dérangé, mais je me sens comme attiré, comme dans le film, entre ce personnage de Lily Rose Depp et le personnage qu'incarne Bill Skarsgård. On va parler de Nosferatu, du film de Robert Eggers. Voilà, ce Nosferatu qui divise un petit peu, mais ça m'a tellement fait plaisir de revoir un film d'épouvante au cinéma en 2024, voilà, que je ne peux m'empêcher de le mettre quand même en cette 6e position. J'ai hésité, c'est vrai, mais voilà, je le place quand même parce que voilà, j'ai eu vraiment plaisir à le voir. Esthétiquement, c'est quand même vraiment somptueux, les décors, c'est magnifique, c'est très gothique. Visuellement, voilà, il a réussi vraiment l'ambiance des films d'époque que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Les images sont vraiment magnifiques, hein, pour le coup. Ah, bah bien sûr. La photographie, l'éclairage, même si le film ne nous a pas forcément plu, il est vraiment très beau. L'esthétique est vraiment incroyable. Non, il y a vraiment quelque chose à retenir, comme dans tous les films de Robert Eggers, évidemment. Lily Rose Depp qui joue quand même très bien, je trouve, dans le rôle. Voilà, on lui donne un petit côté Barbara Steele, notamment au niveau de son regard, de ses danses macabres qu'elle peut avoir par moments. C'est une belle prestation. Voilà, tous les acteurs jouent bien dans le film. D'ailleurs, ils sont très bien dirigés tous. Voilà, le personnage en lui-même de Nosferatu, effectivement, visuellement est surprenant, on va dire ça comme ça. Mais voilà, en fait, il a voulu faire une espèce de mix entre Dracula et le Nosferatu de Murnau. Voilà, on retrouve l'ambiance de ces films des années 30, tous les films, les Monsters, les films à la Bela Lugosi et autres, des films aussi de la Hammer, par exemple, également, visuellement aussi, il y a un peu de ça.
Donc voilà, vous me direz dans les commentaires. J'en avais déjà fait ma petite critique d'ailleurs, au passage, si vous ne l'avez pas vu. Et moi, en 6e position, j'ai mis Le Robot Sauvage, magnifique animé de cette année, on retrouve la patte du Chapeauté 2 d'ailleurs. Hein, DreamWorks est quand même très très fort là-dessus. Et puis voilà, l'histoire m'a vraiment emportée. Alors tu disais quelques larmes, moi ça a été quelques paquets de mouchoirs plutôt. Je crois que pendant 20 minutes, je m'arrêtais plus. Mais voilà, dès qu'on touche de toute façon aux animaux, nous on est assez sensibles là-dessus. Ah, ça c'est sûr. Et je trouvais que ça soulevait les questions aussi voilà, de nature et puis le lien entre la nature et puis les machines de façon intelligente et mature, hein, pas niaise, pas gnangnan. Donc j'ai vraiment apprécié ça. J'ai adoré la BO. Une belle 6e place, effectivement, oui. pour Le Robot Sauvage. Et on va intégrer le top 5. Donc là, ça rigole plus. Même si ça rigolait pas déjà avant. Déjà, on rigole jamais, nous. Non. Et donc, on a choisi tous les deux de mettre ex aequo Pauvre créature. Voici Pauvre créature, effectivement, le film de Yorgos Lanthimos. Super réalisateur, hein, déjà. Moi, j'ai adoré La Favorite, qui était déjà avec une Emma Stone incroyable, qui continue là dans sa lancée de performance encore plus somptueuse, là j'ai envie de dire. Alors là elle mérite amplement son Oscar, très très largement. Elle est incroyable. Elle est incroyable, effectivement, dans cette histoire extrêmement originale. C'est vraiment visuellement superbe. On passe du noir et blanc à la couleur, avec des cadres un peu façon tableau, comme ça. C'est vraiment très très beau. Cette histoire de Frankenstein. À la fois tableau et puis pièce de théâtre. Voilà, il y a une mise en scène vraiment incroyable, un peu voilà, onirique comme ça. Une petite expérience, ce film. C'est une expérience visuelle, viscérale. C'est un film à découvrir. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais... Voilà, mais c'est vrai que nous, on est vraiment rentrés dans l'œuvre. On a regardé en VO en plus, donc c'était vraiment top. À la 4e place, j'ai mis un animé chinois, Le Royaume des Abysses. Pour le coup, c'est un voyage sensoriel. Je trouve qu'il y a un travail sur les textures, sur les sensations, les émotions. On est ballotté de gauche à droite et ça part dans tous les sens. Mais vraiment, on dirait un voyage sous extasie. C'est ça. Donc voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait happer dans le royaume des abysses. Donc un restaurant un peu sous-marin comme ça. Un petit peu à l'image du château ambulant. Voilà, il y a un côté très Miyazaki, hein, effectivement. Avec un restaurant un peu branlant comme ça. Il va vivre plein d'aventures, une épopée un petit peu particulière avec des personnages hauts en couleur qui fait un petit peu penser à Alice au Pays des Merveilles parfois, des créatures un petit peu comme ça marines, un personnage masculin complètement farfelu, déjanté. Et quand je dis donc un voyage de sensations, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. On est en mouvement comme ça dans le bateau, on a le mal de mer limite, hein. On est limite claustrophobe même parfois, c'est dérangeant, elle est coincée comme ça dans les personnages, et on est vraiment avec elle, quoi. On ressent ce qu'elle ressent. La texture des dessins aussi. La texture est incroyable, le climat, la sensation. L'eau, et d'un coup, tout prend son sens. Changement de sensation abattu, en fait, hein, subitement, comme ça. Là, et on est resté collé à notre siège, vraiment. Collé à notre siège et collé à nos mouchoirs. Oui, c'est ça. Moi, à la 4e place, j'ai choisi d'y placer ce City of Darkness, ici. Voilà, le film de Tsui Cheng. Je ne sais pas si je prononce bien, mais qui avait déjà réalisé Limbo, qui est intégré déjà mon top en 2023. Voilà, ce film quelque peu dystopique et qui se déroule en fait sur une énorme citadelle, une sorte de gigantesque immeuble énorme qui a vraiment existé à Hong Kong et qui est absolument incroyable. Voilà, film un peu fantasque d'arts martiaux, voilà, où donc toute une vie se déroule en fait dans cette citadelle, voilà, tout en verticalité comme ça. Il y a plein d'éléments, plein de choses. Voilà, il y a des scènes de combat qui font un peu penser à des scènes de jeux vidéo par moment, mais c'est extrêmement bien filmé. Voilà, c'est viscéral aussi. Voilà, et puis les acteurs sont très charismatiques également. Un film vraiment, vraiment incroyable que j'ai adoré, effectivement, City of Darkness. Même si la fin est un peu fantastique, qui était un peu déstabilisant, mais quand on connaît le roman, finalement, voilà, ça passe mieux. Mais incroyable film. Tu vas nous en parler également tout de suite, puisqu'il intègre ta
Moi, je le monte un petit peu plus en haut, en 3e place, parce que j'ai passé vraiment un excellent moment. Film extrêmement fun et original, notamment le personnage du mentor avec ses lunettes et sa cigarette, là, qui fait vraiment penser à un personnage de manga et d'animé. Un peu à la Donnie Yen dans John Wick 4, par exemple. Ouais. Ça traite aussi de choses plus existentielles, comme le rapport entre les classes et voilà, par rapport à l'histoire vraie aussi de cette ville, dans la ville finalement. En 3e posture, j'ai choisi d'y placer The Substance. Il est là, The Substance pour ma part. En 3e place, j'ai réévalué et rehaussé mon classement de The Substance parce qu'effectivement, j'avais été aussi un peu déstabilisé par la fin qui était un peu loufoque, effectivement. Mais en voyant plusieurs interviews de la réalisatrice, j'ai vraiment adhéré à ce qu'elle disait, à ses explications et pourquoi elle avait fait ça. Et du coup, j'ai rehaussé effectivement mon classement sur The Substance qui est une véritable claque. Une claque visuelle déjà d'une part, voilà un travail de maîtrise de caméra qui est absolument exceptionnel, faut bien le dire, là je mesure mes mots, j'espère qu'elle aura un Oscar franchement, sincèrement, et d'avoir pu assister à cette expérience de cinéma. On avait vraiment pris plaisir à voir un film comme ça, voilà, Demi Moore qui est incroyable, une résurrection pour elle effectivement, et puis voilà un risque aussi, une prise de risque pour elle d'avoir fait ce film. Un autre ex-aequo et une autre très belle surprise avec ce Blink Twice. Ici, Blink Twice qui n'aura pas non plus les honneurs d'un 4K et c'est très très dommage. Voilà, quel dommage, quel dommage. Il y a une telle signification des couleurs et puis ça se passe sur une île paradisiaque, donc voilà, tout est magnifique. Bien et puis sûr. La mise en scène est incroyable. Quelle surprise pour ce premier long métrage de Zoé Kravitz, franchement. La fille de Lenny Kravitz, effectivement, qui a fait quelque chose de vraiment d'extrêmement maîtrisé. Incroyable. C'est incroyable. Il y a même des plans parfois qui me font penser à du Scorsese, tellement c'est vraiment très très bien filmé. Une ambiance un peu à la Jordan Peele, comme ça. Ouais, bien sûr, on retrouve ces ambiances étranges, comme ça, mystérieuses. On ne sait pas trop vers quoi on va aller. Et on découvre, on progresse comme ça, progressivement, ce qui se passe sur cette île. Super performance d'acteur, très bien dirigé. Ouais, même Shining Tatum, qui est très bien dirigé dans le film. Vraiment, moi j'ai vraiment adoré ce film. On n'en a pas beaucoup parlé, bizarrement. Ouais, bizarrement. Mais en tout cas, nous... j'espère qu'à travers cette vidéo, voilà, on va vous le faire découvrir et que certains d'entre vous vont le découvrir et vont l'apprécier. Oui. Et puis voilà, du suspense et puis voilà, un choc aussi à la révélation de l'histoire, de ce qui s'y passe. Et on enchaîne avec la première place. Un film manque dans tout ça. Roulement de tambour. Je pense que c'est pas surprenant. C'est pas très surprenant, effectivement. On est beaucoup à l'avoir mis en première place. Eh oui. Mais comment ne pas le mettre en premier ? Bah oui, Dune 2. Fresque épique. De Denis Villeneuve, voilà, Denis Magistral. Villeneuve, un réalisateur voilà, que j'affectionne depuis très très longtemps, voilà, on le sait, voilà, j'ai quasiment tout aimé chez lui, donc voilà, et puis là, voilà, la photo... le travail du son comme à son habitude. Oui, le travail du son accompagné par Hans Zimmer, qui est un vrai artisan du son et de la BO, évidemment, qui est très très bonne également sur ce film-là. Voilà, les acteurs sont tous bons aussi, Zendaya, évidemment. Timothée Chalamet qui arrive à vraiment avoir plus d'ampleur dans ce film-là. Beaucoup plus de charisme, voilà, il prend du galon dans le film et voilà, par la force des choses, dans l'histoire de Frank Herbert. Des scènes mémorables comme le chevauchage des vers des sables, voilà, avec la BO derrière qui bourdonne. Et puis Austin Butler aussi qui joue extrêmement bien avec cette scène notamment dans le Colisée, une sorte de Colisée des Harkonnen avec un combat effectivement filmé en noir et blanc, d'un noir et blanc nacré comme ça, c'est absolument superbe. Donc effectivement, si on compare avec le Gladiator 2 de Ridley Scott, oui, c'est un peu plus fan, on en reparlera un peu plus tard. Ce Dune 2, voilà, ça reste un chef-d'œuvre. Et si tous les blockbusters pouvaient être réalisés par Villeneuve, moi j'achète, ou par George Miller d'ailleurs, qui est aussi très très bon. En tout cas, on a hâte de connaître votre classement, donc n'hésitez pas à nous le donner. Vraiment, moi, ça m'intéresse sincèrement et réellement. Donc voilà, on vous répondra avec plaisir. N'hésitez pas à nous donner votre classement. Oui, évidemment, puisque notre avis à tous les deux n'est que subjectif. C'est notre avis, vous avez votre avis également. Participez, allez-y, commentez, voilà, et puis on peut échanger, on peut en débattre. Il y a certains films évidemment que l'on n'a pas vus,
comme le dessin animé Flo, notamment, qu'on a loupé, qu'on à regret. L'amour ouf, voilà, on en a tant entendu parler, on ne l'a pas vu non plus celui-ci. Bon, il est encore à l'affiche d'ailleurs, peut-être qu'on va se donner la chance de le voir quand même. Voilà, parce qu'effectivement, il faut quand même avoir son propre avis sur le film. Puis voilà, d'autres qu'on n'a pas vu. Ir de Zemeckis aussi, j'aimerais bien voir aussi également. Donc voilà, on découvrira encore certains autres films. Alors on passe également à des films à quelques mentions spéciales, quelques coups de cœur qu'on a aimés. Moi, je vais parler de Iron Claw ici. Ça aussi, ça aurait pu très bien intégrer mon classement. Ce film sur la vie d'une famille de catcheurs qui est absolument surprenante, dramatique à souhait. C'est assez larmoyant aussi, faut bien dire ce qui est, mais voilà, en tout cas, c'est un film qui a vraiment marqué les esprits, notamment Zac Efron aussi qui joue dedans, qui est assez intéressant dans son rôle. Je vais parler également de ce Civil War de Gareth Edwards que j'ai quand même aussi beaucoup apprécié, que tu n'as pas vu encore malheureusement, donc il faut que je te le fasse découvrir. Ça, c'est un des films qu'on n'a pas vu ensemble, effectivement. Ça nous arrive. Ça nous arrive parfois, effectivement, voilà. Civil War, voilà, qui manque de contexte pour certains. On va directement plonger dans la vision de 3 journalistes et on est dans cette guerre comme ça, cette guerre civile qui fait rage aux États-Unis. Voilà, c'était vraiment très intéressant avec des scènes assez glaçantes, notamment une scène avec Jesse Plemons, notamment la fin aussi qui est très surprenante. Donc voilà, très très bon. Comme un malentendu. Quoi? On est américain, d'accord? D'accord. Quel genre d'américain vous êtes? Vous le savez pas? Moi, je voulais mentionner Speak No Evil, qui était un très bon remake du déjà très bon film danois, avec une fin un peu plus glaçante déjà, celui-ci. Mais le remake, j'ai bien aimé parce que je trouve que ça rajoute un petit peu une énergie supplémentaire, un petit peps supplémentaire, surtout dû à la performance de James McAvoy, qui est complètement survolté dans ce film. C'est un acteur incroyable. Et je trouve qu'il fait il fait très bien son boulot. De nous mettre en stress comme ça. Ou mal à l'aise. Ou mal à l'aise. C'est vrai que parfois, dans la vie, il y a des moments où on n'arrive pas à dire non, ou qu'on n'est pas à l'aise avec certaines choses. Il y a un parallèle avec le film Hérétique, maintenant que j'y pense. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là aussi dans ce film-là. J'allais mettre Hérétique, du coup. Voilà, oui. Et c'est vrai, oui. Oui, les jeunes filles qui n'arrivent pas à dire on s'en va tout de suite quand on sent que ça commence à craindre un peu. Ouais, c'est ça. À sentir la myrtille, bizarrement. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, effectivement. Ouais. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ce film et j'ai été très contente de voir Hugh Grant dans un autre registre qui lui va très bien pour le coup. C'est vrai. Il y avait Backriders qui était pas mal. Bon, voilà. Ensuite, on avait La Planète des Singes aussi. Bon, c'était sympa. C'était sympa. Le Royaume. C'était bien fait. Oui, c'était bien fait. Ça manquait de 2-3 petites choses. Voilà. Bon, on peut saluer aussi le retour de Tim Burton sur Beetlejuice 2. Voilà, qui était sympa. Horizon. Voilà, on attend vraiment une suite sur le film de Costner, effectivement, qui nous promettait quand même des choses incroyables, mais on attend toujours la suite à ce jour. Ça, c'est un peu dommage de ne pas voir la suite. Puis, je rajouterais Sans un bruit jour 1 que toi, tu n'as pas aimé à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Mais... Non, j'ai pas trop... Mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé ce côté dramatique, justement, qui m'a surpris dans le film. Voilà, l'actrice qui joue extrêmement bien, le chat, etc. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments que j'ai beaucoup aimé dans ce Sans un bruit jour 1. Je trouvais que c'était un film à part et qui faisait pas vraiment partie de Sans un bruit. Du coup, c'est pas ce que j'avais envie de voir. J'aurais plus eu envie d'avoir plus de détails sur les créatures et comment elles sont arrivées, ce qui se passe. Et peut-être de façon plus globale, parce que là, on se concentre sur 2 personnages. Alors, le film est très touchant, mais justement, moi, il m'a miné complètement, alors que j'avais pas envie de voir ça, en fait, en allant voir Sans un bruit. Un petit coup de cœur, un petit bonus sur Terrifier 3, voilà, même si ce n'est pas le meilleur des 3. Non, c'est le moins bon. C'est le moins bon, mais... Mais toujours très fun. Mais voilà, c'est toujours très fun. Effectivement, une scène avec le Père Noël, notamment, qui est démentielle. C'est burlesque. C'est burlesque, c'est grand guignolesque. Oui. Donc voilà. Et puis, à ne pas prendre du tout au premier non, degré. Bien sûr que non. Et puis cet acteur qui fait Art le clown, qui joue extrêmement bien. Voilà, c'est toujours un petit plaisir de voir ces Terrifiers. Toujours très amusant. C'est amusant et c'est gore en même temps. Il y a des scènes malaisantes aussi. Bon, voilà, mais c'est pas à ne mettre entre toutes les mains, ça c'est certain. Ah bah oui. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa quand même. Il y avait également Emilia Pérez aussi, que l'on a vu.
Et il y a des choses aussi à dire sur ce film-là, parce qu'on n'est pas très fan de comédie musicale, n'est-ce pas? Oui, bah, malheureusement pour l'attrait du film, qui était somme toute très bien fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comme on n'aime pas trop les comédies musicales, c'est vrai que du coup, certains passages en chanson, en musique, nous ont un peu sorti du film et de l'histoire qui est somme toute vraiment, enfin voilà, qui est très Ouais, intéressante l'histoire est intéressante. et Ouais. originale. Mais malgré tout, voilà, ça nous a un petit peu sorti du film et de l'histoire, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce top 10 2024. Oui, il y aurait fallu en fait juste un peu moins en fait de scènes où ça chante, juste un peu moins en fait. Il y en a certaines qui dérangent pas, mais d'autres qui dérangent un petit peu. Allez, on termine par les déceptions. On va commencer par l'une des plus grosses déceptions, peut-être. J'ai envie de mettre Megalopolis quand même de Coppola, qu'on attendait quand même depuis un bon moment, son retour. Voilà, ça faisait 30 ans qu'il préparait ce film. Bon, Oui, déception sur ce film, vraiment difficile d'accès, un petit peu indigeste par moments, un peu fourre-tout, un peu... voilà, un peu fourre-tout, oui. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est un film, encore une fois, très personnel, hein, qu'il a pris du temps à faire. Ouais. Et peut-être que du coup, il est tellement personnel qu'on n'arrive pas forcément à entrer dans Dans son univers. son univers. Ouais. Allez, on va parler également de Argyle, de Guy Ritchie, voilà, qui était quand même un peu Une décevant, un peu catastrophe, poussif. ouais. Vraiment, moi, j'ai pas du tout adhéré à l'humour, hein, j'ai pas compris. Ouais, et puis ça nous promettait Henri Calville, et puis voilà, on sait très bien qu'il n'apparaît pas beaucoup de temps dans le film, malheureusement. On ne parlera pas de Ghostbusters. Le pire, je pense. Le hein. pire de tous les Ghostbusters, effectivement, avec un scénario Vide et creux. vide et creux, des personnages vides et creux également. Aucun attachement, aucun lien entre les personnages, entre cette famille qui reprend un peu l'esprit des premiers Ghostbusters, mais ça matche pas, ça ne va pas. Enfin. Ce fantôme de glace qui est somme toute bien fait, hein, Ouais, les oui, effets spéciaux visuellement, sont c'est bien bon, faits, oui. mais on le voit, allez, 5 minutes à la fin dans le garage, il disparaît, Dans il le se garage. passe rien. Mais oui, on pense que ça va être dans la ville, mais non, ça se passe ouais. dans un garage. Mais qu'est-ce que c'est que ces Bon, conneries? on va pas... Enfin, mais ouais. le steelbook est beau, cela dit. Le steelbook est beau, Voilà, on effectivement. trouve du positif partout. Le son est bien, l'image est Oui. belle. Voilà. Voilà. Après, il y avait Fall Guy aussi, qui était aussi, pour ma part, un peu décevant dans le sens où j'aime tellement la série L'homme qui tombe à pic que du coup, bah voilà, là, ça ne fait pas du tout écho à L'homme qui tombe à pic. Ça fait écho, par contre, ça fait un film hommage aux cascadeurs, et en cela, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, le métier de cascadeur, voilà, bon, c'est fun, on se marre un petit peu par moment. Voilà, mais il y a quelques longueurs aussi. Bon, voilà, c'est un peu décevant pour moi. Toi, tu le tolères un peu plus. On passe un bon moment. Oui. Moi, j'ai été très déçue de Gladiator 2, notamment, comme on disait, là, les CGI des animaux. Ouais, j'ai vraiment été choquée. Moi, pour le coup, j'ai regardé Laurent, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Des macaques sortis de Resident Evil. Qu'est-ce qu'on regarde? On aurait dit une série B. Il y a des bonnes choses, c'est quand même un grand réalisateur, hein. Ça, on peut pas le nier. Et l'histoire tient à peu près la route quand même par rapport au premier, finalement. Oui, mais voilà, c'est pas nécessaire, quoi. C'est pas nécessaire. Et même, il y a des moments dans le public où on voit qu'il y a des fausses personnes, en fait. Bon, moi, ça m'a vraiment choquée. C'est vraiment le côté-là qui m'a sorti complètement du film, malgré la très bonne performance qu'on disait de Denzel Washington. Ah oui, Denzel Washington, là, c'est lui qui sauve le film, quasiment. Bon. Un film pas forcément utile, tout comme cet Alien Romulus. Pas forcément utile non plus. Pas nécessaire non plus, c'est un film best-of. Des personnages pas du tout charismatiques. Même si l'actrice est sympa, elle joue bien. Ouais, l'actrice qui joue également dans Civil War, effectivement, elle s'en sort bien. Mais bon, les personnages sont creux, quel est l'intérêt? Des scènes copier-coller. Voilà, c'est vraiment des scènes copier-coller inutilement. De tous les aliens jusqu'à Prometheus d'ailleurs. Et puis surtout aussi, voilà, un réalisateur, Fede Alvarez, qui sait faire des films d'horreur et qui là, eh bien, sur les scènes potentiellement horrifiques, ne s'en sert pas, c'est-à-dire que ça tombe à plat. Chaque fois, les scènes horrifiques tombent à plat. Et ça, c'est quand même un peu dommage. On ne passe pas un mauvais moment devant Alien Romulus. C'est pas atroce. Hein, c'est pas atroce. Non, loin de là. Mais voilà, mais à quoi ça sert de faire ça en fait? On aurait voulu qu'il fasse un film Alien à part entière. Et voilà, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, on regrette ce film de Neil Blomkamp, Alien 5, qui s'appelait Alien 5, avec Sigourney Weaver, et qui aurait pu clore tout ça correctement. Enfin voilà. Bon, donc ça ne sera pas le cas. On verra ce que deviendra la suite d'Alien, avec notamment une série
qui va arriver, effectivement, qui se déroulera sur Terre, d'après ce que j'ai compris. Donc, on verra ça. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie aussi de ces films un peu décevants. Bon, bah écoutez, voilà, cette émission touche à sa fin. Merci infiniment de votre soutien. Merci beaucoup. Et merci pour vos vœux aussi de bonne année. À Oui. moi aussi. Vous êtes vraiment très gentil Bah de oui. penser à moi et je vous le rends C'est en vrai. vous souhaitant à nouveau une excellente année 2025. Tout le monde est très gentil avec toi. Donc voilà, c'est un plaisir en tout Merci cas beaucoup. de partager. Bah, voilà. Donc voilà, évidemment, tout ce qu'on vous dit là est subjectif. Hein, c'est notre avis à tous les deux. Vous nous direz le vôtre, vous nous direz vos coups de cœur, votre top de films. Voilà, on attend effectivement d'échanger avec vous. C'est toujours un régal et un plaisir de pouvoir partager tout ça ensemble. Eh bien, le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Donc, on vous remercie encore une fois de votre soutien et on vous dit à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao! Salut! Et clap de fin pour 2024. T'as fait pas un bisou?